KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 21 mars 2025. Aujourd'hui, 2 titres à la une de l'actualité bancaire, les impacts des propositions Omnibus sur les établissements de crédit et les nouvelles normes techniques relatives au nouveau cadre européen de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme mis en consultation par l'autorité bancaire européenne. Après ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire que nous ferons avec 2 associés de KPMG, à savoir Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable, et Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque, j'aurai le plaisir d'interviewer Sylvie Marchal, experte des risques ESG au sein de l'autorité bancaire européenne. Sylvie Marchal décryptera à notre micro les lignes directrices que propose le BA sur l'analyse des scénarios ESG. Exceptionnellement, cette édition ne comportera pas notre traditionnelle chronique verte, car nous consacrerons déjà une grande partie de notre émission à l'actualité ESG du moment. Alors que les établissements de crédit viennent à peine de s'adapter aux exigences de la CSRD en publiant leurs premiers états de durabilité au titre de l'exercice 2024, voici qu'un nouveau virage réglementaire se profile depuis le 26 février dernier. Report de calendrier, réduction du périmètre, simplification promise, mais qu'en est-il réellement pour les banques, Sylvie ? Pour contextualiser, il faut remonter à 2019 et au Green Deal européen. L'ambition était claire. Transformer l'Europe en championne de la finance durable, notamment grâce à 3 textes fondamentaux, à savoir la directive CSRD pour standardiser le reporting extra-financier, la taxonomie verte pour classifier les activités durables et la directive CS3D sur le devoir de vigilance. Mais depuis quelques mois, le vent tourne. Le rapport Draghi, publié en septembre 2024, et la nouvelle boussole de compétitivité en janvier 2025 ont réorienté les priorités européennes. L'heure est donc désormais à l'allègement des contraintes administratives, mais sans pour autant abandonner la transition écologique. Les propositions Omnibus publiées le 26 février dernier marquent donc un tournant majeur dans la stratégie européenne. Concrètement, quelles sont les propositions de changement les plus significatives ? Ces propositions de changement s'articulent principalement autour de 2 axes. Premièrement, nous devrions assister à un report significatif du calendrier avec ce qu'on appelle le Stop the Clock. S'il était bien adopté au niveau européen et transposé en droit français avant la fin de 2025, ce volet introduirait un moratoire de 2 ans pour les entreprises qui devaient entrer dans le périmètre CSRD en 2025 et 2026. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus spectaculaire, nous constatons un rétrécissement du champ d'application. En effet, les propositions sur le fond feraient passer le nombre d'entreprises concernées en Europe de 50 000 à seulement 10 000, en relevant le seuil d'applicabilité de 250 à 1000 salariés et en rehaussant les critères financiers. Résultat, la grande majorité des PME et ETI sortiraient complètement du radar, et même certaines qui aujourd'hui sont soumises à la DPEF. Et ce n'est qu'un début, car la Commission prévoit également une révision à la fois des normes ESRS et aussi de la taxonomie verte. Mais dans la mesure où la plupart des grandes banques dépassent largement ce seuil de 1000 employés, elles resteront donc soumises à la CSRD. Est-ce à dire que ces révisions n'auraient que peu d'impact sur le secteur bancaire ? À première vue, vous avez raison. L'impact direct sur les grands établissements de crédit resterait limité. Les grandes banques continueront effectivement à appliquer les exigences CSRD. Elles ont fourni des efforts importants pour améliorer l'information extra-financière, notamment l'information qualitative, et à ce jour, la majorité de ces grandes banques n'envisagent pas de retour en arrière. S'agissant des informations quantitatives, la plupart d'entre elles étaient en réalité déjà publiées, même si avec ce nouveau cadre réglementaire, l'essentiel de l'effort a porté sur la rationalisation des périmètres de collecte et sur la robustesse des méthodologies de production. Ces données étaient et resteront par ailleurs indispensables au suivi des engagements, en particulier ceux relatifs aux trajectoires NZBA, et on voit mal comment il serait possible de les réduire significativement, tant ces indicateurs sont essentiels également en interne pour mesurer la performance extra-financière. Mais la réalité est bien plus complexe. Le véritable défi se situe dans la relation entre la banque et ses clients, qui est au cœur du modèle d'affaires. Aujourd'hui, les établissements s'appuient largement sur les données ESG standardisées de leurs clients pour évaluer leurs risques climatiques et vérifier leur compatibilité avec les engagements publics des banques, avec en sous-jacent la possibilité de potentiellement refuser un financement pour ces mêmes raisons. Elles ont besoin de ces informations clés pour projeter leurs propres besoins en fonds propres et les impacts sur les indicateurs clés financiers. Avec l'exclusion de milliers d'entreprises du périmètre de la CSRD, c'est toute une mine d'informations qui disparaîtrait. Les banques risqueraient ainsi de perdre accès à des données critiques standardisées qu'elles espéraient pouvoir utiliser.
Autrement dit, derrière cette apparente simplification réglementaire, les banques pourraient faire face à de nouvelles complications. En d'autres termes, est-ce que cela signifie que les entreprises qui seraient demain non soumises à la CSRD devront tout de même fournir ces informations ESG à leurs banques? C'est exactement ce qui pourrait se produire et c'est déjà en marche. Je rappelle que le 9 janvier dernier, l'autorité bancaire européenne a publié la version finale de ses orientations, intégrant explicitement les critères ESG dans l'évaluation des risques. Donc même si la réglementation n'oblige plus certaines entreprises à publier ces données, les banques, elles, restent tenues d'évaluer les risques climatiques et environnementaux de leurs contreparties. Elles vont donc naturellement exiger ces informations ESG dans leur processus d'octroi de crédit. Imaginez une PME industrielle de 800 salariés qui ne serait plus soumise à la CSRD. Lorsqu'elle sollicitera un financement, sa banque lui demandera certainement ses données carbone, ses plans de transition écologique, son exposition aux risques physiques climatiques. La principale différence, c'est qu'il ne s'agira plus d'une obligation réglementaire, mais d'une condition d'accès au crédit. Si je comprends bien, Sylvie, nous assisterions à un transfert de l'obligation de reporting extra-financier. Moins d'exigences réglementaires directes pour les entreprises qui sortiraient du champ de la CSRD, mais des demandes bancaires potentiellement plus étendues. Intéressons-nous maintenant à un autre aspect des propositions Omnibus, la simplification annoncée des normes ESRS. Cette simplification représenterait-elle réellement un allègement pour les banques? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Sur le papier, oui, les normes ESRS seraient allégées. Moins d'indicateurs obligatoires, une concentration sur les données quantitatives, une réduction des informations qualitatives. Mais pour les grandes banques, les bénéfices seraient probablement marginaux parce qu'elles ont déjà investi massivement dans leur infrastructure de reporting ESG. Les systèmes sont en place, les processus rodés, les équipes formées. Réduire quelques indicateurs ne changera pas fondamentalement leur charge de travail. En revanche, un aspect beaucoup plus problématique risque de passer inaperçu. L'abandon envisagé des normes sectorielles. Ces normes devaient apporter une granularité essentielle dans l'analyse ESG par secteur d'activité. Énergie, automobile, immobilier et bien entendu le secteur bancaire lui-même. Leur suppression risque de créer un vide méthodologique qui obligerait les banques à développer leur propre référentiel d'analyse des risques ESG sectoriels pour maintenir la qualité de leur évaluation. Cela représenterait un investissement significatif et risquerait de créer des disparités dans les approches entre établissements. Abordons maintenant l'épineuse question de la taxonomie verte. Il semble qu'avec Omnibus, certaines entreprises pourraient être dispensées de publier leur alignement taxonomique. Quelles seraient les conséquences pour les banques, Sylvie? Effectivement, les entreprises dépassant les 1000 salariés, mais générant moins de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, pourraient publier leur alignement taxonomique sur une base volontaire. Pour les banques, cela représenterait un défi majeur car elles s'appuient sur ces données d'alignement taxonomique pour calculer leur propre Green Asset Ratio, suivre l'évolution de leur portefeuille vert et respecter leurs engagements de financement durable. Avec cette publication volontaire qui est envisagée, nous allons assister à une fragmentation de l'information disponible. Certaines entreprises continueront de publier, d'autres cesseront. Cette hétérogénéité va donc compliquer considérablement le travail d'analyse des banques et risque d'accentuer les divergences méthodologiques entre établissements. Concernant le Green Asset Ratio lui-même, les propositions Omnibus prévoient un recalibrage. Ce recalibrage ne risquerait-il pas de fausser la lecture des engagements ESG des établissements bancaires? C'est une préoccupation légitime, mais qui mérite d'être nuancée. Le problème actuel du GAR tient à sa construction même. Il inclut dans son dénominateur des expositions sur des entreprises qui ne publient pas d'alignement taxonomique sans pouvoir les intégrer au numérateur. C'est mathématiquement incohérent et cela pénalise artificiellement les banques. La modification proposée vise à corriger cette anomalie en excluant du dénominateur les entreprises qui ne fournissent pas de données d'alignement. Contrairement à certaines craintes, ce n'est pas une manœuvre pour gonfler artificiellement les ratios, mais plutôt une correction méthodologique pour permettre des comparaisons plus justes. Néanmoins, vous soulevez un point important, cela pourrait créer des disparités entre banques selon la composition de leur portefeuille client. Une banque ayant davantage de clients publiant des données taxonomiques pourrait afficher un GAR structurellement différent sans que cela reflète nécessairement une réelle différence d'engagement en matière de finances durables. En vous écoutant, Sylvie, on se demande si le projet Omnibus va réellement simplifier la vie des établissements bancaires ou au contraire leur créer de nouveaux défis. La réponse n'est pas binaire. Je dirais que l'enjeu fondamental pour les banques sera de trouver le juste équilibre entre l'allègement réglementaire apparent et la nécessité de maintenir une information ESG de qualité. Car ne nous y trompons pas, malgré les assouplissements envisagés, les attentes des investisseurs, des régulateurs et des clients en matière de durabilité ne faibliront pas. Les banques qui réduiraient leur ambition ESG au prétexte d'un allègement réglementaire commettraient à mon sens une erreur stratégique. La banque durable n'est pas qu'une question de conformité réglementaire. C'est un impératif de compétitivité, sans parler bien entendu des bienfaits pour notre planète.
Intégrer les critères ESG est un enjeu majeur pour protéger et créer de la valeur. Et même avec moins de contraintes formelles, les établissements devront continuer à structurer leur approche ESG, adapter leur modèle d'analyse et compenser la perte de certaines données standardisées. Sans oublier que ces propositions doivent encore suivre le cursus législatif européen. D'ici la version finale, de nombreux ajustements pourraient encore voir le jour. Un sujet complexe qui illustre parfaitement la tension permanente entre simplification administrative et ambition climatique. Merci Sylvie Miette pour cet éclairage précieux sur les défis qui attendent le secteur bancaire face aux évolutions réglementaires envisagées, en soulignant, comme vous venez de le faire, que ces modifications doivent encore être discutées et approuvées par le Parlement européen et le Conseil pour être transposées en droit national et entrer en vigueur. Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet crucial, je les invite à écouter ou réécouter notre émission Défi Gouvernance du 6 mars dernier avec Robert Ophel, président de l'autorité des normes comptables, et Pierre Planchon, membre du directoire de KPMG France. Leur analyse des premiers états de durabilité français offre un éclairage incontournable sur ces bouleversements réglementaires dans le contexte des propositions Omnibus. Une émission disponible dans notre application Radio KPMG, sur les plateformes d'écoute usuelles et sur kpmg.fr. Sans transition, passons maintenant à notre deuxième sujet d'actualité avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. L'actualité réglementaire ne se limite pas à la CSRD. Le 6 mars dernier, l'Autorité bancaire européenne a lancé une consultation sur 4 normes techniques essentielles pour la mise en œuvre du nouveau paquet bancaire de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce paquet repose sur 3 textes adoptés en 2024, le règlement AMLAR, le règlement AMLR et la directive AMLD, que vous nous aviez d'ailleurs présenté dans notre émission du mois de mai 2024. Pouvez-vous, Arnaud, nous éclairer sur ces nouvelles normes techniques ? Ces 4 normes dessinent les contours d'une révolution dans la supervision anti-blanchiment européenne. Le premier texte est particulièrement ambitieux. Il définit quelles banques passeront sous le contrôle direct de la nouvelle autorité européenne, l'AMLA, en établissant des critères précis d'identification. C'est un changement majeur, puisque jusqu'ici, la supervision était uniquement nationale. Quels critères détermineront si une banque passe sous la coupe de l'AMLA, si je puis dire ? 2 critères clés vont entrer en jeu. D'abord, l'empreinte géographique. Une banque présente dans au moins 6 pays européens pourrait tomber dans le périmètre. Ensuite, le niveau de risque LCBFT, évalué selon une méthode harmonisée qui examine précisément le degré d'exposition d'un établissement au risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Pour les établissements concernés, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Contrôle plus fréquent, exigences renforcées en matière de transparence et de conformité, adaptation nécessaire des dispositifs de vigilance et harmonisation des pratiques à l'échelle européenne. Autrement dit, Arnaud, il est fini le temps où traverser une frontière européenne signifiait changer de règles du jeu. La deuxième norme mise en consultation concerne la vigilance à l'égard de la clientèle ou Customer Due Diligence. Qu'apporte-t-elle de nouveau ? Celle-ci vise à mettre fin à la cacophonie européenne en matière de KYC. Actuellement, chaque pays a ses propres règles pour la connaissance client. Ce projet de norme précise méticuleusement les exigences que les établissements devront respecter en définissant les informations essentielles à collecter et les sources de vérification considérées comme nécessaires. Demain, les banques devront collecter les informations standardisées et utiliser des sources communes de vérification fiables et indépendantes. C'est la fin du chacun fait à sa guise qui compliquait tant la vie des groupes bancaires transfrontaliers et qui créait des failles dans le dispositif européen de lutte anti-blanchiment. Et en cas de manquement constaté, que prévoit le BA ? C'est justement l'objet du 3e RTS mis en consultation qui révolutionne l'approche des sanctions et des mesures administratives. Fini les disparités d'un pays à l'autre où la même infraction pouvait coûter ici quelques milliers d'euros et là-bas des millions. Le BA propose des critères harmonisés et précis pour évaluer la gravité des infractions et déterminer les sanctions financières et administratives appropriées. Je le redis, aujourd'hui, ces mesures varient considérablement d'un pays à l'autre. Avec ces nouvelles règles, les autorités disposeront d'un cadre uniforme pour leurs décisions. L'objectif est double. Assurer un niveau de dissuasion suffisant tout en garantissant une proportionnalité dans l'application des sanctions. Vous parliez de 4 normes mises en consultation, Arnaud. Vous en avez cité 3. Oui, la dernière concerne l'évaluation du risque LCBFT et vise à établir une méthodologie harmonisée permettant aux superviseurs nationaux d'évaluer rigoureusement les risques auxquels les banques sont exposées. Cette méthodologie s'appuiera sur une classification structurée du profil de risque allant de faible à élevé et prendra en compte l'efficacité des contrôles internes mis en place par les établissements.
C'est un langage commun qui permettra enfin de comparer ce qui était jusqu'ici incomparable entre les différentes juridictions européennes. Cette consultation marque véritablement un tournant dans l'harmonisation européenne de la lutte anti-blanchiment. Les nouvelles normes proposées vont profondément transformer la supervision des établissements financiers, renforcer les obligations de vigilance et uniformiser le régime de sanctions à l'échelle européenne. Les acteurs du secteur ont jusqu'au 6 juin 2025 pour faire entendre leur voix, avec une audience publique en ligne prévue le 8 avril prochain. Le BA analysera ensuite les réponses reçues et transmettra ses recommandations finales à la Commission européenne d'ici le 31 octobre 2025, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère réglementaire. Comme annoncé dans sa feuille de route 2022 sur la finance durable, l'autorité bancaire européenne poursuit ses travaux sur l'intégration des risques ESG dans la gestion des établissements de crédit. Dans ce cadre, après la publication le 9 janvier dernier de la version définitive de ses lignes directrices sur la gestion des risques ESG, l'EBA a franchi une nouvelle étape en lançant le 16 janvier 2025 une consultation sur l'analyse des scénarios ESG. Ouverte pour une durée de 3 mois, cette consultation devrait aboutir à un texte finalisé au second semestre 2025 avec une application progressive à partir de janvier 2026 pour les grandes banques et janvier 2027 pour les établissements dits petits et non complexes. Ces nouvelles lignes directrices visent à structurer l'analyse prospective des risques ESG en complément des exigences actuelles sur la gestion des risques climatiques. L'objectif ici est clair, renforcer la résilience des banques face au choc ESG en leur donnant un cadre robuste pour anticiper et gérer ces risques de manière proactive. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Sylvie Marchal, experte en gestion des risques ESG au sein de l'autorité bancaire européenne qui a activement contribué à la rédaction de cette consultation. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, merci pour cette invitation et bonjour à tous. Le BA a publié plusieurs textes structurants sur la finance durable, notamment en matière de gestion des risques ESG. Comment ces nouvelles lignes directrices sur l'analyse de scénarios ESG s'insèrent-elles dans ce cadre réglementaire ? Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir la vision globale, puisque les risques ESG sont amenés à impacter l'ensemble du cadre réglementaire bancaire. Et donc, à ce titre, je peux peut-être vous renvoyer vers la roadmap, la feuille de route de l'EBA, donc sur la finance durable, qui a été mise à jour en décembre 2022. Donc, ça date un petit peu, mais ça reste encore largement d'actualité. Et donc, dans ce cadre de mise à jour du cadre réglementaire, on a donc au niveau du pilier 2, les lignes directrices sur la gestion des risques ESG, donc, que vous avez mentionné et qui ont été publiées en janvier dernier. Et donc, ces nouvelles lignes directrices sur l'analyse de scénarios viennent compléter ces lignes sur sur la gestion du risque ESG. En pratique, effectivement, elles répondent au même mandat, à savoir donc l'article 87A de la directive sur les fonds propres réglementaires, la fameuse CRD6. Et donc, il faut vraiment voir ces deux textes de manière conjointe, puisqu'ils forment finalement un tout. Alors, l'analyse des scénarios, Sylvie, est un outil prospectif qui permet donc aux banques d'anticiper et de mesurer l'impact des risques ESG sur leur activité. En quoi cette approche se distingue-t-elle des stress tests traditionnels et quels sont les principaux enseignements que les banques pourront en tirer ? Oui, donc dans le cadre en fait des lignes directrices, on a défini finalement l'analyse de scénarios de manière très très large, puisque l'idée c'est de dire que ça englobe en fait toutes les analyses qui sont réalisées en utilisant des scénarios. Donc selon cette définition, on voit bien que les stress tests en fait constituent une catégorie spécifique d'analyse de scénarios. Alors pourquoi mettre l'accent sur cette notion d'analyse de scénarios plutôt que sur les stress tests ? Disons que notre perception, c'est que dans un monde de plus en plus instable, chaotique, où les risques, mais aussi les opportunités, sont amenés à se multiplier, il nous paraissait essentiel d'amener vraiment les banques à renforcer leur capacité prospective. Et donc, au-delà des stress tests, ou encore, c'est vrai que les banques utilisent aussi les scénarios dans le cadre de leur calcul des provisions sous IFRS 9, l'idée, c'est vraiment que les banques recourent de manière plus systématique à des scénarios, ou au moins à des jeux d'hypothèses, pour effectivement leur gestion des risques ESG et effectivement pour se préparer en fait au changement à venir. Dans les lignes directrices soumises à la consultation, l'EBA distingue deux analyses de scénarios. Le Climate Stress Test, le CST, qui évalue la solidité financière des banques face à des chocs ESG à court et moyen terme, et le Climate Resilience Analysis, le CRA, qui teste la viabilité des modèles économiques
plutôt sur le long terme. Pouvez-vous, Sylvie, nous expliquer ces différences et en quoi elles modifient la gestion des risques par les banques? Oui, alors on touche là vraiment au cœur des lignes directrices sur l'analyse de scénarios ESG. Si, comme je le disais, en fait, les scénarios peuvent être utilisés pour réaliser des analyses très variées, en pratique, les lignes directrices sont vraiment centrées sur la notion de résilience, c'est-à-dire utiliser en fait les analyses de scénarios pour évaluer et renforcer la résilience des banques. Alors en pratique, les lignes directrices distinguent deux types de résilience. La résilience face à un choc, qui serait donc lié aux éléments ESG. Donc on les a plutôt dans une perspective court terme, avec l'objectif en fait de mesurer la capacité de la banque à absorber des pertes, et donc au-delà effectivement d'évaluer la solidité de ses fonds propres, voire de ses réserves de liquidité. Et donc à côté de cette première notion de résilience, on a une seconde notion qui est la résilience face à la transformation de l'environnement. C'est vrai qu'on voit bien que dans un monde, de manière assez tangible, en fait, les enjeux ESG ont la faculté de transformer notre environnement, que ce soit dans le cadre d'une transition volontaire vers une économie décarbonée ou dans le cadre de modifications profondes des échanges au niveau international, comme aujourd'hui on voit ça dans l'actualité, ou encore la multiplication des risques physiques, que ce soit les inondations dans le nord, les inondations à Valence, les feux de forêt, j'en passe. Donc face à l'ensemble de ces transformations, les banques, mais également l'ensemble de l'économie, vont être impactées de plus en plus. Et donc, ça appelle de la part des acteurs, et donc également des banques, à réfléchir sur leur stratégie et sur leur modèle d'affaires. Et plus largement, en fait, à voir comment elles peuvent s'adapter à ces transformations de l'environnement. Et donc, comment cet enjeu de résilience se décline-t-il dans les lignes directrices, Sylvie? Alors, concernant en fait la résilience face à un choc, de manière assez classique, donc aujourd'hui on utilise l'outil de stress test. Donc les lignes directrices en fait sur l'analyse de scénarios renvoient aux lignes directrices dédiées sur les stress tests, mais elles apportent également un complément pour voir comment en fait intégrer dans les outils de stress test existants les spécificités liées au risque ESG. Et donc c'est notamment les développements qui sont faits sur les nouveaux canaux de transmission des risques dans les lignes directrices. Et on pense en fait que ça peut également amener les banques à réfléchir sur comment accroître la granularité des modèles existants, notamment pour incorporer peut-être plus d'éléments au niveau sectoriel ou au niveau géographique. Ça devrait également amener les banques à réexaminer l'interaction au sein de leur modèle entre les variables macroéconomiques et les données qu'elles collectent au niveau des contreparties. Voilà, donc ça c'est pour la partie plutôt stress test. Et concernant en fait la seconde notion de résilience, celle de la résilience face à la transformation de l'environnement, ce que proposent les lignes directrices, c'est d'une certaine manière un nouvel outil, donc le fameux Climate Resilience Analysis, ou en français donc une analyse de la résilience du modèle d'affaires de la banque. Je dis un nouvel outil, en pratique c'est pas tout à fait nouveau, puisque dans le cadre du SREP, c'est-à-dire le Supervisory Review and Evaluation Process, l'outil d'évaluation des banques du superviseur, on a déjà un volet dédié à l'analyse du modèle d'affaires qu'on appelle le BMA, le Business Model Analysis, qui vise justement à mesurer la solidité du modèle d'affaires de la banque et sa soutenabilité à 3 ans. Ce qui est nouveau en fait dans les lignes directrices, c'est qu'aujourd'hui on propose d'allonger en fait cette approche au-delà de 3 ans, puisque dans les lignes directrices, on demande aux banques d'inclure un horizon d'au moins 10 ans. Ça faisait partie du mandat. Et également, ce qui est nouveau, c'est l'idée d'utiliser un jeu de scénarios pour tester la stratégie et le modèle d'affaires, donc en fonction de plusieurs trajectoires ou plusieurs futurs possibles. Peut-être un dernier point également, donc vous aurez noté que les lignes directrices se focalisent plus particulièrement sur le climat, ou plus exactement, je dirais qu'elles utilisent le climat comme une illustration en fait des attentes pour l'ensemble des risques ESG. Alors en fait, c'est une approche relativement pragmatique, puisque aujourd'hui, de manière évidente, les éléments nécessaires à la modélisation des impacts financiers sont plus avancés sur les risques climatiques, mais on en est au début et il est prévu que les lignes directrices puissent être révisées à moyen terme. Alors, merci Sylvie, c'est très clair. Un des enjeux majeurs de l'analyse des scénarios ESG reste la disponibilité et la fiabilité des données. Quels sont les défis spécifiques auxquels les banques font face et vont faire face dans ce domaine, et quelles solutions peuvent-elles mettre en place pour améliorer la qualité des modèles qu'elles utilisent?
Oui, alors je pense que tout le monde s'accordera pour dire que les données constituent effectivement un enjeu clé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand la banque octroie un prêt, donc elle a besoin de données comptables pour évaluer la solidité financière de son client. Dans un monde où on va avoir de plus en plus d'instabilité sur le futur, les banques auront besoin également de données extra-financières pour évaluer l'exposition du client, tant donc au risque de transition qu'au risque physique, et sa capacité en fait d'adaptation à ces risques. Et donc, si aujourd'hui on dispose d'un jeu complet et fiable de données comptables, c'est pas encore le cas pour les données extra-financières. Donc, en pratique, il va falloir réaliser ces collectes d'informations et les banques, comme l'ensemble des acteurs, auront besoin sans doute de temps. Je dirais que pour moi, la réponse, c'est effectivement prendre le temps pour identifier et collecter les données nécessaires aux analyses des risques ESG. Donc, risques, encore une fois, qui sont amenés à s'identifier. Donc, ce qui laisse aussi un petit peu de temps pour faire cette collecte, mais qui reste absolument nécessaire. À cet égard, évidemment, on peut saluer l'entrée en vigueur de la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, même si il apparaît aujourd'hui probable que son périmètre d'application sera sensiblement réduit dans le cadre de la directive Omnibus. Néanmoins, la CSRD reste évidemment de nature à faciliter la collecte des données. Et là, j'aimerais, s'il est besoin, pour lever toute confusion, préciser qu'évidemment, la collecte des données ESG n'est pas un exercice de compliance ou de conformité, mais bien un exercice de gestion des risques, ce qui effectivement m'amène à une certaine confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les risques vont devenir de plus en plus prégnants, leur collecte va devenir également quelque chose d'absolument nécessaire et donc accepté par les différents acteurs. Peut-être un autre point sur la proportionnalité, Sylvie. L'EBA insiste sur une approche proportionnée. Autrement dit, toutes les banques doivent intégrer ces analyses, mais à un degré adapté à leur taille et à leur exposition à ces risques ESG. Donc concrètement, quelles sont les implications de cette approche, notamment pour les banques de taille plus modeste, et je pense là en particulier aux établissements dits petits et non complexes? Oui, alors on vient de mentionner la difficulté sur la collecte de données exhaustives. On aurait pu aussi mentionner les difficultés sur les méthodologies qui ne sont pas encore complètement stabilisées. Donc, je dirais que qu'à l'EBA, on avait bien conscience de toutes ces difficultés pour aujourd'hui réaliser des analyses très complexes et qui plus est sur des horizons de temps éloignés. Donc, c'est pourquoi, au sein des lignes directrices, on a intégré beaucoup de mesures en fait de proportionnalité et pas uniquement en fait pour les banques de taille modeste. Si j'essaye d'expliquer, donc ce qu'on a fait, en fait, on a une proportionnalité qui s'articule autour de 3 dimensions. Une première dimension qui se rapporte à la matérialité des risques. Donc, comme évoqué à l'instant, on n'est pas dans un exercice de compliance, donc il s'agit vraiment de se concentrer sur les risques les plus significatifs, ce qui est en fait l'approche traditionnelle, l'approche par les risques, que les auditeurs connaissent bien, et qui permet d'une certaine manière en fait de prioriser et donc de réduire le champ de l'analyse. Une deuxième dimension, en fait, c'est celle de la matérialité du sujet. C'est vrai que donc, comme je le disais à ce stade, donc les lignes directrices mettent l'accent sur le climat, mais même, je dirais que sur le climat, on est conscient que la maturité du sujet pour réaliser encore une fois de la modélisation est encore partielle. Si je cite quelques exemples, c'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité à prendre en compte l'ensemble des éléments qui portent sur les chaînes de valeur est encore difficile, ou encore comment les différents risques interagissent entre eux. Donc là aussi, on manque un petit peu d'observation et d'éléments tangibles. Ou, dernier élément, sur les effets potentiels, par exemple des points de bascule, les fameux tipping points, où là aussi, on manque un petit peu pour l'instant de recul pour vraiment pouvoir faire des modélisations très robustes. Donc c'est pourquoi en fait les lignes directrices prévoient un processus d'apprentissage et ce qui vise en pratique à laisser du temps en fait pour les banques pour bien s'approprier les nouveaux outils. Et puis donc on a une troisième dimension en matière de proportionnalité qui est là la dimension plus classique, je dirais, qui est relative à la taille ou la complexité des activités de la banque, alors que les deux premières dimensions s'appliquent à toutes les banques. Celle-ci est évidemment dédiée aux banques de taille plus modeste. Donc peut-être pour rappel, on a déjà en fait dans les lignes directrices sur les stress tests un certain nombre de mesures de proportionnalité justement qui
permettent aux banques de taille modeste de réduire le champ de l'analyse ou également de réduire en fait la fréquence des analyses. Et donc, dans les lignes directrices là sur l'analyse de scénarios, on a ajouté en fait une nouvelle possibilité qui est, au moins dans un premier temps, de pouvoir démarrer avec des approches plus qualitatives que quantitatives. Alors peut-être pour bien expliquer, l'objectif en fait, c'est d'éviter que les banques de taille modeste se lancent dans des exercices de modélisation très sophistiqués, mais néanmoins, on souhaite vraiment qu'elles intègrent, comme je le disais, cette vision prospective, tant pour la gestion des risques que pour la réflexion stratégique, donc en prenant en compte un éventail en fait de trajectoires et de futurs possibles. Alors, en regardant la consultation, j'ai compris que ces lignes directrices ne se limitaient pas uniquement à la gestion des risques. Elles ont aussi un impact stratégique, notamment dans l'élaboration des fameux plans de transition prudentielle exigés par la directive CRD6. Comment ces scénarios ESG peuvent-ils aider les banques à structurer leur plan de transition et à adapter leur stratégie face aux défis climatiques et environnementaux à venir ? Oui, alors malheureusement, on n'a pas de solution miracle. C'est vrai qu'en soi, l'élaboration d'une stratégie n'est pas un exercice simple, mais dans un monde instable comportant beaucoup d'incertitudes, ça devient même un exercice complexe. Et je dirais aussi, si on ajoute en fait la contrainte de communication sur les plans de transition, même si évidemment les banques conservent une certaine souplesse sur le rythme de réalisation de la transition, ça peut devenir un exercice très complexe. Alors, ce qu'on propose, nous, en fait, dans les lignes directrices, c'est finalement une structuration de l'approche en amenant les banques en fait à caractériser les évolutions possibles de leur environnement, c'est-à-dire en passant en revue en fait un jeu de différentes hypothèses, que ce soit des hypothèses de transformation profonde de nos économies afin d'y intégrer le respect des limites planétaires, que ce soit des hypothèses d'absence de transition mais de multiplication et d'intensification des chocs liés au risque ESG, ou encore des hypothèses mêlant en fait à la fois donc ces risques de transition et ces risques physiques accrus. Dans tous les cas, il nous paraît utile en fait de structurer l'approche sur les évolutions possibles de l'environnement afin effectivement d'aider les banques à tester en fait la pertinence de leur stratégie et in fine la capacité à mettre en œuvre en fait le plan de transition. Alors, naturellement, plus l'horizon s'éloigne, plus l'exercice devient difficile. C'est pourquoi je pense qu'il est important que les banques en fait adoptent des approches relativement souples pour en fait pouvoir réajuster régulièrement en fait leur stratégie en fonction de l'évolution effective de l'environnement. Alors, ces lignes directrices sont actuellement en consultation, avec une adoption prévue d'ici la seconde moitié de 2025, je le disais en introduction. Quels sont, Sylvie, les points encore en discussion et peut-on s'attendre à des évolutions majeures avant la finalisation du texte ? Oui, alors je dirais que c'est la consultation qui nous le dira. En pratique, nous avons essayé, et j'espère réussir, à trouver un équilibre entre, d'une part, amener les banques en fait à adopter systématiquement une approche prospective, ne se limitant pas à un horizon de court terme, et ce tant pour la gestion des risques que pour l'élaboration de la stratégie, et d'autre part, effectivement, d'offrir suffisamment de souplesse dans la manière de mettre en œuvre cette approche prospective. Voilà, et donc, si je peux me permettre, j'en profite pour rappeler que la consultation se termine le 16 avril, et donc j'invite toutes les parties prenantes à soumettre leurs contributions sur le site de l'EBA et à ne pas hésiter à formuler en fait des propositions concrètes qui sont toujours plus faciles à prendre en compte. Alors, notre interview arrive à son terme, nous l'avons compris, ces orientations marquent un tournant pour les banques en renforçant leur capacité à anticiper les chocs ESG et à adapter leur stratégie en conséquence. Un grand merci à vous, Sylvie Marchal, pour cet éclairage très précieux. Et comme vous l'avez dit, nous ne pouvons qu'encourager l'ensemble de nos auditeurs à répondre à cette consultation. Clôturons cette émission avec les principales publications KPMG parues depuis notre dernière émission. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 décembre 2024 et puis notre traditionnel ActuBank du mois de février. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci à nos experts et à notre invité qui se sont exprimés aujourd'hui à notre micro et un grand merci également à nos auditeurs pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Très bonne journée à toutes et à tous. KPMG Fréquence Banque.